Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h47, on parle sport ce matin avec Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que vous êtes aussi avec nous ce matin, notamment pour répondre à un auditeur, prof de sport dans le Tarn, sur les piscines et le pass sanitaire. Juste avant ça, on va le prendre dans un instant en direct. Juste avant ça, quand même, quelques questions d'actualité. Depuis hier, les Marseillais célèbrent la mémoire de Bernard Tapie dans leur rue. Il va y avoir l'inhumation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de son engagement dans le monde du sport de Bernard Tapie ? Évidemment, ce titre magnifique pour Marseille, et puis du coup les images des supporters unis derrière cet homme qui a porté le club au plus haut. Et je retiens aussi les dernières années de sa vie et son courage par rapport à sa maladie. Je crois qu'on a tous autour de nous malheureusement une personne atteinte du cancer, et je crois que c'est beau de le montrer, parce que finalement les personnes, quand elles ont cette maladie-là, souvent se cachent, souvent on n'en entend plus parler, et je trouve que en parler ouvertement avec une personne qui a tellement mis en avant son combat contre la maladie, c'est un encouragement pour toutes celles qui sont aujourd'hui en cours de traitement et qui espèrent en guérir. Ouais. Dimanche dernier, il y a une pétition qui a été lancée de demander à renommer le stade Vélodrome à Marseille, stade Bernard Tapie. Est-ce que vous, en tant que ministre des Sports, vous y seriez favorable ? C'est un choix évidemment des Marseillais, des supporters. Ça a été un homme qui a beaucoup compté pour le sport et le football français. Oui, vous seriez prêt, vous, à accepter donc ça, si vous étiez maire de Marseille, vous êtes ministre des Sports ? Oui, bien sûr, c'est au choix du maire de Marseille. Je ne vais pas décider des noms des stades. Bon, en tout cas, vous n'allez pas vous y opposer s'il y avait cette décision qui serait prise. Donc, je l'ai dit, vous souhaitez répondre en fait à un auditeur sur les questions, et vous êtes très attaché à ça, notamment sur la pratique en fait du sport et notamment de la natation. C'est André d'Albi qui témoignait il y a quelques jours sur notre antenne, qui est avec nous. Roxana Maracineanu va vous répondre. Bonjour André. Bonjour. Bon, vous êtes intervenu sur Sud Radio et vous avez vu, c'est remonté jusqu'aux oreilles en fait de la ministre, directement. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, alors décrivez-nous la situation. Évidemment, vous êtes enseignant de sport dans le Tarn sur les piscines et le pass sanitaire, pour que la ministre vous réponde. Alors, je suis pas enseignant de sport, je suis enseignant d'éducation physique et sportive, ce qui est un peu différent. Oui. Mais j'étais intervenu parce que il y avait un décret qui nous interdisait de venir à la piscine si on ne présentait pas le pass sanitaire lorsqu'il y avait présence du public. Et donc, comme nous savons nos élèves qui ne sont pas tous vaccinés, ça induisait qu'on ne pouvait plus venir à la piscine à partir du 30 septembre. Oui. Voilà. Donc depuis, il y a un décret qui est paru, ce qui fait que les départements dont le taux d'incidence est inférieur à 50 peuvent à nouveau venir, même en présence du public. Mais malgré cela, je dirais qu'on voit, alors là je passe dans le domaine sportif, on voit que dans les clubs, le nombre de licenciés diminue en raison de ce pass sanitaire, quoi. Voilà. Et la deuxième chose, si je peux me permettre, c'est que moi je suis professeur de PS et je constate aussi quand même que les capacités des élèves diminuent d'année en année. Ça fait plus de 30 ans que j'enseigne. Et je pense que le fait qu'ils aient que 2 heures, voire 3 heures en collège de PS par semaine, ils contribuent à cette dégradation de leur capacité physique. Voilà. Bon, très bien. 2 questions. La première, d'abord, Roxana Maracineanu, sur évidemment ce pass sanitaire et les piscines. Bon, même si la situation a évolué, a changé. Oui, alors le décret national mentionne depuis sa première rédaction la même chose. Il n'y a pas aujourd'hui de pass sanitaire pour les enfants lorsqu'ils sont sur le temps scolaire, lorsqu'ils sont sur le temps périscolaire, c'est-à-dire en centre de loisirs ou à l'école, y compris lorsqu'on va en piscine ou en équipement sportif. Là, on a l'habitude d'aller pour un cycle sportif, un cycle de PS. Il n'y a que lorsqu'on est dans une association sportive, donc sur un temps qu'on appelle extrascolaire, que le pass sanitaire est obligatoire, y compris donc quand ces publics sont mélangés, quand il y a des scolaires qui vont dans une piscine alors qu'il y a du public autour, à partir du moment où c'est un créneau réservé pour les scolaires, une ligne réservée et une habitude dans ce cycle de piscine, il n'y a pas besoin de pass sanitaire. C'est là où on a du mal à comprendre les choses, quoi. Pourquoi dans le cadre des activités scolaires il n'y a pas besoin de pass sanitaire, et ensuite dans les clubs ou pour aller à l'entraînement le mercredi, lors des compétitions le week-end, il faut ce pass sanitaire? Parce que nous avons voulu que tous les enfants puissent avoir accès au sport pour les raisons
que le monsieur en ligne a évoqué, c'est-à-dire que il faut une égalité des chances devant le sport, évidemment, comme devant l'école pour tous les enfants. Le pass sanitaire dans les associations sportives, c'est un moyen, une garantie aussi de garder ces structures ouvertes si la situation venait à empirer. Néanmoins, les enfants et les familles qui ne souhaitent pas faire vacciner ou faire tester leurs enfants, ils peuvent toujours faire du sport dans un cadre scolaire ou dans l'association sportive. Oui, mais alors c'est plus compliqué dans l'association parce qu'il faut dans ces conditions avoir un test, quoi. Si vous n'avez pas le pass, vous ne pouvez pas le pratiquer de la même manière, quoi. C'est une question d'égalité. On a surtout voulu qu'il n'y ait pas le pass à l'école. Oui. Le pass sanitaire dans les associations, c'est une manière de rassurer les gens pour qu'ils reviennent dans les associations. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va devenir bientôt un non-sujet, puisque 75% de cette population, des enfants de 12 à 17 ans, est vaccinée aujourd'hui. C'est plus sensible que pour les adultes, pour faire vacciner les enfants, vous le savez. Aujourd'hui, quasiment pour les 12-15 ans. Aujourd'hui, quasiment 100% ont le pass sanitaire, donc on va bientôt plus en discuter. Oui. C'était vraiment ça, c'était vraiment pour inciter à la vaccination un maximum de monde. Oui. Aujourd'hui, ce taux de vaccination va atteindre des taux suffisamment importants pour que bientôt on puisse se passer du pass sanitaire. Oui, sur la fréquentation des clubs, est-ce que vous avez eu des remontées sur les chiffres justement de l'impact? Parce que, comme le disait André, c'est vrai que certaines associations, certains clubs ont un peu moins de pratiquants. C'est disparate selon les disciplines. On a notamment les sports collectifs, et ça c'est aussi l'effet des Jeux Olympiques, des résultats des Jeux qui ont fait que, par exemple en volleyball, plus 7% par rapport à 2019, donc à la situation normale d'avant Covid. Handball, plus 2%. D'autres sports comme l'escrime souffrent un petit peu plus aujourd'hui et connaissent une baisse, mais c'est pas la baisse de l'année dernière où on comptabilisait moins 30% d'inscriptions dans les associations. Là, on est autour des moins 10 pour un certain nombre d'entre elles, et pour d'autres qui ont vraiment une rentrée très positive avec des surplus d'inscriptions. Oui, est-ce qu'il y a des difficultés financières? On le sait, l'année dernière, c'était apparu au grand jour pour des clubs amateurs également, parce qu'il y avait plus de fréquentation, il y avait moins de monde. Là, aujourd'hui, la situation, elle est comment? On a entendu l'appel des clubs. L'année dernière, on a investi au total plus de 7 milliards d'euros dans le monde du sport, associatif et professionnel, ainsi que le secteur commercial. Le monde associatif a été aidé, même quand il n'y avait pas d'employés dans ces associations. On a mis des fonds d'urgence en place pour qu'aucune association ne perde pied. Évidemment, il y a eu sans doute des difficultés. Je pense que c'est surtout des difficultés morales pour des bénévoles qui ont dû arrêter, qu'on ne retrouve plus après la crise aujourd'hui aussi, parce qu'ils ont un peu perdu le sens de leur engagement. Des entraîneurs bénévoles qui sont aussi partis vers d'autres champs professionnels. Mais on discute avec les fédérations pour qu'elles détectent toutes ces situations compliquées et qu'on puisse les aider, y compris financièrement. Oui. Notre culture sportive à l'école est désastreuse. C'est le basketteur Evan Fournier qui avait dit ça et répondu à Jean-Michel Blanquer, qui se félicitait de bons résultats au JO en disant voilà, on a une bonne éducation sportive. Comme le disait André, ce n'est pas bien. Il n'est pas bien positionné, le sport en fait à l'école. On ne le développe pas suffisamment. Je crois que c'est un véritable constat. C'est pour ça qu'avec Jean-Michel Blanquer, on a décidé de faire équipe depuis l'année dernière. Et en un an de temps, on a fait déjà bouger les curseurs. On a installé dès la maternelle du sport, de l'aisance motrice, très jeune. En complément de ce qui se fait dans le cadre du programme scolaire 3 heures par semaine, on a rajouté des liens très forts entre le champ associatif, les associations, qui peuvent désormais rentrer dans les écoles maternelles et primaires pour aider les professeurs des écoles à mettre en place 30 minutes de sport tous les matins, avant de commencer l'école, avant de commencer la classe. On a mis en place l'aisance aquatique et le savoir rouler à vélo dès la grande section, la moyenne section de maternelle, pour que les enfants puissent avoir les clés de ces sports très jeunes. Et puis derrière, on incite les clubs à rentrer dans les écoles avec une opération qui s'appelle Une école, un club. Donc toutes les écoles qui sont entourées de clubs sportifs, eh bien on les incite à rentrer en contact. C'est vraiment une commande passée au recteur aujourd'hui pour que cette mayonnaise prenne et que les professeurs d'EPS au collège, puisque l'EPS démarre à partir de l'âge de 10 ans pour les enfants, 11 ans en France, et c'était vraiment un grand chantier. On l'a pris à bras-le-corps avec Jean-Michel mais il y a encore Blanquer. Du travail, visiblement. Ça commence maintenant, et désormais, à l'école maternelle et primaire, on va parler plus de sport. Oui, et notamment de natation, parce que vous y tenez également. Un dernier mot, une nouvelle circulaire du ministre de l'Éducation nationale, diffusée la semaine dernière, fixe les règles pour répondre à l'accueil des trans à l'école. Il est notamment question de liberté de choix de l'usage des lieux d'intimité, comme les toilettes et vestiaires, etc. Est-ce que c'est valable en fait partout, selon le genre auquel on s'identifie en fait aujourd'hui, pour l'intégration des équipes de sport non mixtes dans les écoles, les universités ?
Alors dans le champ sportif, vous savez qu'historiquement, le sport est basé sur des catégories femmes-hommes. Bah oui. Nous avons passé aujourd'hui vraiment la discussion avec les fédérations, avec les clubs. La fédération de rugby, par exemple, est en avance sur le sujet puisqu'ils ont déjà passé comme consigne à leur club de pouvoir accueillir ces personnes, sensibiliser leurs entraîneurs à cet accueil et au fait de discuter avec elles et de faire le meilleur choix possible, que ce soit pour les vestiaires, pour l'utilisation des douches, pour l'intégration dans telle ou telle équipe. Donc à un niveau amateur, y compris en compétition et bien sûr à l'entraînement, il y a des discussions avec toutes les fédérations pour qu'il y ait cette acceptation plus grande de l'identité de genre. Oui, mais l'identité de genre, ça vous interpelle si à votre époque vous n'aviez pas forcément des trans, mais en compétition, en natation, est-ce que ça change un tout petit peu en fonction des qualités en fait physiques de certains ? Ça change quoi ? Si vous aviez en fait nagé avec un homme devenu en fait femme, trans, en fait en natation, est-ce qu'il ne développe pas des qualités physiques ? Est-ce qu'il n'y a pas justement quelques règles à fixer pour ça ? Je pense qu'aujourd'hui, on en est au tout début déjà de l'acceptation de ces personnes dans les clubs, dans les compétitions amateurs. On n'en est pas à se poser la question à très haut niveau. C'est sûr qu'à très haut niveau, la discussion doit se poser avec les fédérations internationales pour qu'on voit au niveau des catégories comment ça peut fonctionner. Mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, le débat, il se pose surtout dans le fait d'être tolérant et d'accepter ces personnes à l'entraînement. Merci Roxana Maracineanu, ministre déléguée en charge des sports, d'être venue au micro Sud Radio ce matin et d'avoir répondu en direct avec notre auditeur André qui vous avait interpellé et qui donc était de nouveau avec nous ce matin.